Le U-boat a réussi à entrer dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Le futur amiral Dönitz a toujours plaidé pour l'utilisation des sous-marins afin de fragiliser l'économie d'un pays. Son but est de montrer que le U-boat peut être très dangereux et peut agir en silence. Dönitz va le prouver en imaginant une opération pour pénétrer dans Scapa Flow, une zone protégée par les Britanniques. Voici l'histoire de l'opération du U-47 dans la baie de Scapa Flow. Scapa Flow est une grande baie naturelle nichée au sein des îles Orcades à la pointe nord-est de l'Écosse. Et depuis 1913, elle abrite la base navale de la Home Fleet, la flotte de guerre qui protège les îles britanniques. Pendant la Grande Guerre, Scapa Flow a joué un grand rôle en assurant la couverture de la mer du Nord et le blocus de l'Allemagne. C'est à cet endroit que la flotte de guerre allemande qui y était internée a été sabordée le 21 juin 1919. Les Allemands ont sabordé au total 74 navires, 11 cuirassés et 5 croiseurs. La base a une réputation. Elle est connue comme étant inviolable. En octobre 1914, l'U-9, qui avait déjà coulé 3 croiseurs en 1 heure, tente d'entrer dans la baie, mais en vain. Le mois suivant, c'est l'U-8 qui tente sa chance en passant par la passe sud à Oxa Sound, mais il est aussitôt repéré et est très vite poussé à la reddition. Suite à ces intrusions, les défenses anti-sous-marines ont été installées, comme les block ships, de vieux navires coulés dans la passe pour en restreindre voire empêcher le passage par les sous-marins ennemis, des filets d'acier, des champs de mines, etc. L'U-16, en tentant sa chance pour rentrer dans la rade, a heurté l'une des défenses anti-sous-marines et a coulé le 28 octobre 1918 suite aux dommages qu'il a subis. Le 1er septembre 1939, la guerre éclate de nouveau. La France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne suite à son attaque contre la Pologne. Désormais, l'Angleterre sait que Scapa Flow sera de nouveau une proie pour les U-boats allemands. Winston Churchill, qui est au poste de premier lord de l'amirauté, part aussitôt inspecter les installations de Scapa Flow du 14 au 16 septembre 1939. Alors que tous les yeux sont tournés vers la Pologne, qui subit une attaque éclair de l'Allemagne, Churchill pense plus aux attaques qu'à la défense et multiplie les projets d'envergure contre l'Allemagne. Pour ce qui est de la Navy, Churchill est marqué par la prédominance des grands navires de surface. À l'inverse de ses amiraux, Churchill ne croit pas vraiment à la menace des U-boats, qui se sont pourtant illustrés lors de la précédente guerre. Le 25 mars 1939, Churchill écrit cette phrase au Premier ministre Neville Chamberlain. Le sous-marin a été maîtrisé. En Allemagne, par contre, on pense le contraire. Surtout Karl Dönitz. Cet officier est entré dans la marine impériale en 1910, à 19 ans. Pendant la Grande Guerre, il commande 2 sous-marins. Après 1919, il est resté dans la petite marine de guerre voulue par le traité de Versailles. Mais il va sans cesse plaider en faveur de l'arme sous-marine, publiant « Die U-Boot-Waffe », ce qui veut dire « l'arme sous-marine ». Il préconise une flotte tout entière ou presque dédiée aux sous-marins avec une stratégie ne ciblant que les navires marchands et tout particulièrement les pétroliers, menant ainsi une guerre économique qui vise à asphyxier l'ennemi potentiel. En 1935, la Grande-Bretagne autorise l'Allemagne à construire une marine de guerre, à condition que celle-ci ne dépasse pas 35% de la flotte britannique. Dönitz, devenu capitaine de vaisseau, est chargé de reconstituer l'arme sous-marine. Il s'oppose au chef de la Kriegsmarine, l'amiral Raeder, qui doute de l'efficacité du sous-marin et reste fidèle à l'utilisation de la flotte de surface. Le programme de construction a été décidé. Il doit y avoir la construction de 2 cuirassés, 2 croiseurs de bataille, 16 destroyers et 28 sous-marins.
Dönitz est convaincu que les navires de ligne de la Kriegsmarine, trop peu nombreux, privés de bases de poche et de couverture aérienne, ne pourront pas opérer convenablement en Atlantique, tandis que le sous-marin sera toujours l'épine dorsale de la lutte contre l'Angleterre et sera le meilleur agent de pression politique contre elle. Dönitz conçoit des attaques massives des U-boats, des attaques en meute, mais pour cela, il faut augmenter radicalement le programme de construction des sous-marins. Premier objectif pour Dönitz, convaincre l'amiral Raeder. À la veille du conflit, il demande une flotte de 300 sous-marins. Mais le second traité naval de Londres interdit la guerre sous-marine. Et puis Dönitz n'est que capitaine de vaisseau. Et les questions sous-marines n'intéressent pas trop Hitler. À la déclaration de la guerre, un nouveau plan de construction de U-boats prévoit 7 unités en 1939, 45 en 1940, 120 en 1941. Pour Dönitz, ce n'est pas suffisant. Lui veut la construction de 25 U-boats par mois. Il décide donc de faire une démonstration à sa hiérarchie pour montrer l'importance des sous-marins dans la guerre. Karl Dönitz monte à bord du Weichsel, un ravitailleur de sous-marins qui est basé à Kiel. Il convoque un dimanche le capitaine-lieutenant Günther Prien, qui commande l'U-47, une nouvelle classe de sous-marins océaniques armés de 5 tubes lance-torpilles, plus de 14 torpilles en magasin. Il est doté d'un équipage de 44 à 48 hommes. Mise en service en décembre 1938, l'U-47 vient d'accomplir une première sortie dans le golfe de Gascogne, où il a coulé 3 cargos britanniques. Dans le carré du navire où se trouve Prien, se trouve auprès de Dönitz le chef de la 7e flottille de sous-marins basée à Kiel. Des cartes sont étalées sur la table. Ce sont celles des îles Orcades, avec au milieu Scapa Flow. Le chef de la 7e flottille explique la situation. À bord d'un petit sous-marin de reconnaissance, il vient tout juste d'effectuer une approche des passes. D'excellentes photographies prises par des avions météo complètent ces observations. Toutes les passes sont barrées par des filets anti-sous-marins, à l'exception de celle de Kirk Sound, au nord, qui est fermée par des blockships. Une brèche de 17 mètres subsiste, seulement à marée haute. Une voie étroite qu'empruntent les patrouilleurs. La profondeur n'est que de 7 mètres et interdit évidemment toute approche en plongée. Une fois que les explications sont données, Dönitz intervient à son tour. Croyez-vous qu'un commandant décidé puisse faire pénétrer son sous-marin dans Scapa Flow et y frapper la flotte britannique? Prien doit donner sa décision dans les 48 heures. À son tour, il se penche sur les cartes. Lui aussi connaît le sort funeste des U-boats qui ont tenté d'entrer dans Scapa Flow lors de la Grande Guerre. Par contre, il sait qu'on lui fait un grand honneur, car c'est à lui qu'on propose cette mission. Dire non serait bien difficile, même si ses supérieurs lui ont assuré que cette mission ne changerait rien à sa carrière. Sa décision est prise. Il accepte la mission. Le 8 octobre 1939, l'U-47 apparaît à Kiel. L'équipage n'est pas informé de la mission qui lui incombe et s'étonne que le commandant laisse passer au milieu de la mer du Nord des panaches de fumée qui trahissent autant de cibles potentielles. 6 jours plus tard, l'U-boat aperçoit les Orcades. Il se pose à 90 mètres de fond. L'équipage est réuni dans le poste avant. Prien annonce à ses hommes. Demain, nous entrons dans Scapa Flow. Dans la Kriegsmarine, on ne pose jamais de questions après avoir dit ce genre de déclaration. Désormais, tous doivent se reposer et dormir pour accomplir cette mission. 14 octobre 1939, à 16h, c'est le branle-bas. À 17h, c'est le repas de jour de fête. À 19h15, tout le monde doit rejoindre son poste de combat. Les engins explosifs sont disposés aux endroits névralgiques. Car si le U-boat tombe aux mains de l'ennemi, il doit être détruit. Lentement, l'U-boat décolle du fond, avec un bruit sourd, dû aux machines électriques qu'on a remises en marche. Prien est au poste de commande. Il regarde l'horizon avec son périscope, mais ne voit rien. Il ordonne de faire surface. L'U-47 fait désormais route
vers la passe Kirk Sound. Mais la vue d'un cargo l'oblige à replonger à 23h07. Une fois que le cargo est hors de vue, le U-boat refait surface une demi-heure plus tard. La passe est enfin en vue. Prine note dans son journal de bord. Je suis récompensé d'avoir minutieusement étudié la carte. La pénétration s'effectue à une incroyable vitesse. Je dépasse la goélette à 2 mâts qui gît au 315. Espace plus que suffisant. La minute d'après, le courant nous drosse sur la droite. J'aperçois la chaîne du bâtiment de barrage nord à 45 degrés de l'avant. Manœuvre rapide, stopper le moteur à bâbord, moteur tribord en avant lente, barre tout à gauche. Nous talonnons légèrement. L'arrière effleure la chaîne, le bâtiment se libère, il est rejeté à gauche puis reprend sa route par des manœuvres rapides et difficiles, mais nous sommes entrés à Scapa Flow. Une fois dans la place, Prine constate que l'endroit est pratiquement vide. Mais l'U-boat cherche une cible et continue son avance dans Scapa Flow, ce qui est un risque de se faire repérer. Il poursuit plus au nord, où il aperçoit un cuirassé, c'est le HMS Royal Oak, qui est toujours opérationnel. Derrière le cuirassé, il aperçoit un autre bâtiment que Prine identifie comme étant le croiseur HMS Repulse. Mais en réalité, c'est un vieux transport d'hydravion, le HMS Pegasus. Ordre est donné d'envoyer une torpille sur ce dernier et sur le HMS Royal Oak. Mais rien ne se produit. Il est minuit 58. Toute la base devrait être en alerte, mais rien ne bouge. Aucun destroyer ne fait mouvement, aucun projecteur ne s'allume. L'U-47 continue d'évoluer en surface pendant de longues minutes. L'équipage recharge les tubes et se remet en position de lancement. À 1h23, 3 nouvelles torpilles sont lancées sur le HMS Royal Oak. Cette fois, elles explosent contre sa coque, le point le plus vulnérable sur les bâtiments de cette classe qui ne sont pas entièrement blindés. La soute à munitions explose et le cuirassé sombre en 13 minutes, entraînant la mort de 833 marins. À 1h28, la rade se réveille en sursaut. L'U-47 est éclairé par les phares d'une voiture, mais le commandant de l'U-boat remarque que la voiture repart dans le sens inverse pour donner l'alerte, même si c'est déjà fait. Le U-47 se glisse de nouveau dans le Kirk Sound, en luttant contre le courant de la marée. Le sous-marin repasse les blocs ship et voit l'horizon, mais il y a un destroyer dont les hélices tournent à plein régime. Il se rapproche, sans avoir vu le U-boat, qui vire de bord pour disparaître dans la pénombre de la mer. Lors de son trajet de retour, le U-47 aperçoit le croiseur Scharnhorst, dont l'équipage est au garde à vous. À quai, il y a la fanfare militaire où attendent l'amiral Raider et Donitz, qui est promu contre-amiral. Un officier de l'U-boat a l'idée de peindre hâtivement en blanc un taureau aux naseaux soufflant 2 nuages de fumée, symbole de la force combinée à l'attaque et la hardiesse. La propagande de Goebbels s'empare de l'image en repassant ce slogan, le taureau de Scapa Flow. Et cette phrase va devenir l'emblème de la flottille. Prine et son équipage au complet sont conviés dès le lendemain à un défilé de la victoire à Berlin. À la chancellerie du Reich, Hitler serre la main de chacun d'entre eux et remet la Ritterkreuz à Prine et la croix de fer à ses 2 premiers officiers. Le commandant de l'U-47 fait la une de toute la presse du Troisième Reich. Après son exploit, l'U-47 accomplit 10 missions avant de disparaître en mer le 7 mars 1941. En tout, il aura coulé 30 navires marchands et endommagé 8 autres. Donitz, lui, a gagné son pari. L'image du sous-marin vient de s'imposer dans une Allemagne qui a toujours été tournée vers l'armée de terre. Sa construction devient une priorité. L'exploit de Scapa Flow donne à Hitler l'occasion d'entamer l'escalade dans la guerre sous-marine. Du côté britannique, c'est la consternation et l'humiliation. Scapa Flow, qui est le sanctuaire de la Royal Navy, a été violé. La perte d'un cuirassé à la limite d'âge en plus est un choc pour le Royaume-Uni.
La construction de 4 digues interdisant toute nouvelle intrusion est aussitôt décidée. Ce sera un travail colossal dans lequel 250 000 tonnes de roches soutiendront 60 000 blocs de béton de 5 à 10 tonnes chacun. Commencés en mai 1940, les Churchill Barriers ne seront achevés que le 12 mai 1945, soit 4 jours après la capitulation. En 1958, Harald Reinl se plonge dans la réalisation d'un film qui rend hommage au U-47. Le nom du film, U-47 Captain Lieutenant Prin, montre un Prin comme résistant et anti-nazi. Mais en réalité, il était membre du parti nazi depuis 1932. Le film a été tourné à bord de l'ancien U-573 qui a été vendu à l'Espagne en 1942 et qui ressemble au U-47. Le U-47 a osé entrer dans Scapa Flow alors que les précédents U-boats n'ont jamais réussi. Le Royaume-Uni pensait la zone inviolable et pourtant les Allemands ont montré qu'elle avait des failles. Le U-47 restera à jamais dans l'histoire pour avoir osé franchir la zone de Scapa Flow.